Qu'est-ce qui se passe? On avait le protocole d'accord. On savait que les questions autour de ce protocole étaient complexes. Mais aucune des lignes, aucune des clauses n'a été respectée. En fait, elles ont toutes été violées, avant même que les deux parties annoncent la fin du protocole. Les États-Unis ont rétabli le blocus dans le détroit d'Ormuz. L'Iran fait la même chose. Et hier, un des pétroliers turcs a été coulé dans le golfe Persique, dans le détroit d'Ormuz. Je vais vous montrer les images de ce navire. Mais avant d'en arriver là, Scott, voici les cibles. Les cibles des États-Unis sont en gros les mêmes que celles qu'ils visent habituellement dans le golfe Persique. L'une des principales zones, c'est Sirik. Voici d'ailleurs une des vidéos tournées à Sirik hier. Ils ont frappé un centre de commandement militaire, quelque chose de ce genre, à Sirik. Et voici ces images. L'autre point important, c'est qu'hier, on a vu des vidéos venant de Bahreïn. Elles montrent ceci. Scott, j'aimerais savoir comment tu comprends ces images. Pour moi, on dirait un système de défense aérienne, parce que ça monte, puis ça redescend. Quelle est ton interprétation de cette séquence? Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel d'après toi? On dirait un missile Patriot qui s'est autodétruit en plein vol. On dirait que c'est le carburant du missile Patriot. Le corps du missile a simplement explosé, il a détonné, et on voit des morceaux de carburant flotter dans l'air avant de retomber au sol. Je ne sais pas, enfin, au fond, il faudrait que je voie toute la séquence pour bien comprendre. Mais là, ça ressemble clairement à une défaillance spectaculaire du propulseur à propergol solide du système Patriot. Parce que vous voyez, les missiles montent et redescendent d'une certaine façon. Ce n'est pas une ogive à sous-munitions qui tombe en une seule fois. Il y avait des gens qui pensaient que c'était une bombe à sous-munitions ou une ogive de ce type qui descendait. Je veux dire, ça pourrait aussi être un système d'autodestruction. Si c'est un missile qui monte puis redescend, ça laisse penser que c'est un missile de défense aérienne qui a perdu sa trajectoire. Et peut-être qu'il y a un mécanisme d'autodestruction à bord qui a fait exploser le propulseur pour éviter que le missile ne s'écrase sur des zones civiles, des habitations ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Encore une fois, on ne voit qu'un tout petit extrait vidéo. Je ne peux pas vous dire avec certitude ce que montre exactement cette séquence. Mais pour moi, en essayant d'expliquer ça, on dirait plutôt une défaillance du propulseur, d'une manière ou d'une autre. Et l'une des principales cibles, la nuit dernière, c'était l'attaque contre le Koweït. Les Iraniens ont expliqué qu'elle visait Halliburton, une société de services pétroliers et de logistique qui a des contrats avec le gouvernement américain. Ils l'appellent KGL, et on peut le voir sur la photo. Alors, qu'est-ce que c'était exactement? Quelle était la raison principale de cette frappe? Selon eux, le corps des gardiens de la révolution islamique considère que c'est l'un des plus grands fournisseurs militaires américains au Koweït et même l'un des plus importants du Moyen-Orient qui a été touché. Et puis on a reçu cette image de la NASA confirmant qu'il y avait bien un incendie dans cette zone et qu'apparemment quelque chose avait été frappé par des drones iraniens. Il semble qu'un drone ait atteint sa cible. C'est là toute la complexité de la situation. Plusieurs cibles ont été touchées en Jordanie, au Koweït et à Bahreïn. Et l'utilisation des systèmes HIMARS remonte à 2 ou 3 nuits plus tôt. On avait vu des tirs de HIMARS depuis le Koweït et Bahreïn, visant des objectifs dans l'ouest de l'Iran. Comment voyez-vous le champ de bataille dans ces conditions? Je vois le champ de bataille se dessiner de façon de plus en plus escalatoire. Je remarque aussi qu'on met beaucoup l'accent sur les HIMARS. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'armes de frappe à longue portée. Du coup,
les cibles qui se trouvent dans le rayon d'action des HIMARS seront frappées par les HIMARS afin de préserver les munitions livrées par voie aérienne pour d'autres objectifs. Donc, cet accent très fort mis sur les HIMARS dès le début de la campagne montre qu'il y a un problème de pénurie d'armes. Et c'est justement l'un des problèmes ici. Alors, qu'est-ce que les États-Unis essayent vraiment d'accomplir avec cette campagne? Ils avaient 39 jours pour briser l'Iran, et ils n'y sont pas parvenus. Rappelez-vous, c'est les États-Unis qui ont cherché le cessez-le-feu. Donald Trump lui-même l'a reconnu. Nous avons dû signer le protocole d'accord parce que nous n'avions pas le choix. Nous étions à court de pétrole et nous n'avions pas les moyens militaires de changer le fait que l'Iran contrôlait le détroit d'Ormuz. Et J.D. Vance a reconnu que le protocole d'accord n'avait été qu'une mascarade depuis le début, que le but, depuis le départ, c'était simplement de gagner du temps pour stocker du pétrole, mais aussi de gagner du temps pour déployer des armes venues d'autres régions du monde vers le Moyen-Orient. Sauf que les États-Unis n'ont gagné, au maximum, que 3 semaines. 21 jours. Alors maintenant, on essaie d'accomplir en 21 jours ce qu'on n'a pas réussi à faire en 39, c'est-à-dire vaincre l'Iran. Et l'Iran, de son côté, a eu le temps d'analyser complètement la campagne aérienne précédente, de comprendre les priorités de ciblage, la précision des frappes. Nous, le peuple, on est ici, on nous dit que les États-Unis ont frappé telle ou telle cible. Mais en réalité, on ne sait pas ce qu'ils ont frappé. Vous savez qui le sait exactement? L'Iran. Eux, ils savent tout. Et donc maintenant, encore une fois, ils ne sont pas idiots. J'ai vu les Irakiens faire exactement la même manœuvre après la guerre du Golfe. Ils font une évaluation complète des cibles frappées par les États-Unis, des dates, de tout. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Donc encore une fois, ils n'ont pas besoin de connaître les renseignements que les Américains avaient. Ils peuvent les reconstituer à l'envers. Disons que c'est une cible importante. Ils peuvent se demander comment les États-Unis ont découvert cette cible. Qu'est-ce qui a pu les alerter? Ensuite, ils mènent une enquête de contre-espionnage et renforcent leur sécurité opérationnelle pour réduire l'exposition de leurs cibles à l'avenir. Mais ils regardent aussi les endroits que les États-Unis ont frappés et qui n'avaient rien à voir avec quoi que ce soit. Et je dirais que 80% des cibles touchées par les États-Unis n'avaient strictement rien à voir avec quoi que ce soit. On vient juste de faire exploser des bâtiments vides. Alors, ils vont devoir déterminer si c'était simplement une mauvaise cartographie de la part des États-Unis, un programme généré par une intelligence artificielle qui parcourt des cartes à la recherche, vous savez, de quelque chose d'utilisable. Ou bien, est-ce que c'est un site qui avait une importance historique? C'est une façon de le découvrir. Prenez l'école Manab. On sait que l'école Manab est devenue une école en 2016 et que les États-Unis le savaient. Donc, quel que soit le programme de ciblage utilisé, il exploite des données antérieures à 2016 s'ils affirment que c'était un quartier général de missiles. Et je pense que les Iraniens ont fait leur vérification et qu'ils se sont adaptés en conséquence. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? Si 80% de nos cibles ne touchent rien, ça veut dire que notre renseignement n'est pas si bon que ça. Certains diront peut-être qu'on a affiné notre renseignement pendant la pause entre le 8 avril et aujourd'hui et qu'on comprend mieux ce que font les Iraniens. Peut-être que les Iraniens ont commis une erreur. Peut-être qu'il y a quelque chose que les États-Unis exploitent. Mais j'en doute. Je pense simplement que les États-Unis sont retombés dans leurs vieilles habitudes et qu'une fois de plus, ce qu'on fait n'a absolument aucun effet sur la capacité de l'Iran à réagir. Est-ce que ça fait souffrir l'Iran? Oui, chaque bombe larguée provoque de la douleur, d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que c'est le genre de douleur qui va pousser l'Iran à céder? Parce que c'est bien ce qu'on veut que l'Iran fasse maintenant. Céder.
On veut que l'Iran reconnaisse, en somme, que les États-Unis ont gagné cette guerre, et qu'il accepte de plier sur toutes les questions sur lesquelles Donald Trump exige qu'il cède. Et ça n'arrivera tout simplement pas. On n'a pas les moyens militaires pour que ça se produise. Donc maintenant, il faut revenir en arrière et se demander pourquoi Donald Trump a-t-il relancé tout ça? C'est la vraie question. Parce que si toutes les analyses rationnelles mènent à des résultats irrationnels, autrement dit, si on n'obtient pas ce qu'il veut, alors en relançant une campagne militaire qui a déjà échoué une première fois, même avec de meilleures armes, de meilleurs équipements, une meilleure préparation, qu'est-ce qui fait penser qu'on va y arriver cette fois? Vous savez, Einstein disait, ou du moins on lui attribue cette phrase, que la folie, c'est de refaire sans cesse la même chose en espérant un résultat différent. Bon, soyons clairs. Si on s'imagine qu'on va briser l'Iran cette fois alors que rien n'a changé, c'est de la folie. Et je ne pense pas que nous soyons dirigés par des fous. En revanche, je crois que nous sommes dirigés par des gens désespérés. On sent à nouveau ce désespoir. Avec Donald Trump, il a dû signer le protocole d'accord. Il l'a dit lui-même, j'ai dû le signer. C'était du désespoir. Il n'avait pas le choix. Il a signé un document qu'il n'aimait pas, mais il fallait le faire pour relancer la production de pétrole. Donc oui, on sait qu'il y a du désespoir aujourd'hui. Et maintenant, la question c'est, d'où vient ce désespoir? Il a besoin que le détroit d'Ormuz reste ouvert. C'est ça son besoin, que le détroit d'Ormuz soit ouvert, mais à ses conditions. Il ne peut pas donner l'impression de céder ce détroit à l'Iran. Parce que maintenant, on crée un précédent. Vous voyez, tous les autres détroits stratégiques du monde pourraient être pris en main par des acteurs régionaux. Et ça remet en cause la conception américaine du contrôle des mers. C'est pour ça qu'on insiste autant sur la liberté de navigation. Mais l'Iran affirme désormais que le détroit lui appartient. Donald Trump doit changer, non pas la réalité, parce que ça, c'est impossible. À moins que l'Iran soit vaincu et rende le détroit à quelqu'un d'autre, ce ne sera pas réalisable. L'Iran aura toujours la capacité de prendre le contrôle du détroit ou de le perdre. Donc, il faut changer la perception. Et on a déjà quelques signes, quelques indices de ce changement. L'une des choses que Donald Trump a publiées, vous vous en souvenez? Il a dit « Je prends le contrôle du détroit. Je prends le contrôle. Je suis le gardien du détroit d'Ormuz. » Enfin, les gardiens de la galaxie, quoi. Je sais pas, c'est qui, lui? Rocket Raccoon? Star-Lord? Lequel des deux? Bon, j'adore ce film, hein. Mais le vrai sujet, c'est qu'il a marqué son territoire. Et ensuite, il a mis un prix. Parce qu'avant, il disait que c'était ridicule, scandaleux, que des gens fassent payer pour passer par là. Et maintenant, il dit, non, moi, je vais faire payer 20%. Et là, tu te dis, bon, on peut critiquer Donald Trump. Je le fais souvent d'ailleurs, presque toujours. Mais il faut quand même reconnaître une chose. Même si je ne suis pas d'accord avec lui, sur à peu près rien d'ailleurs, il est arrivé là où il est parce qu'il est rusé comme un renard. Je veux dire, ce n'est pas un bon homme d'affaires, mais c'est un homme d'affaires new-yorkais. Ce qui veut dire qu'il fonctionne avec des menaces, de la fanfaronnade, ce genre de choses. Et j'ai l'impression qu'il revient à ses racines, qu'il y va avec une entrée en force, vraiment une entrée en force. D'abord, il faut comprendre qu'il vient de légitimer le fait de mettre un prix sur le passage par le détroit, alors qu'il disait auparavant que c'était illégitime. Il vient de le légitimer. Il a dit non, c'est comme ça. Et ça, c'est important, parce qu'il vient de donner raison aux Iraniens. Il leur a dit, attendez une seconde, oui. Il leur a dit, non, vous avez raison, vous pouvez faire payer, mais c'est nous qui faisons payer. Et ça, c'est un point important. Personne n'en parle. Personne ne parle du fait que Donald Trump vient de changer complètement la donne.
Et maintenant, on met un prix là-dessus, un prix beaucoup trop élevé. Les Iraniens disent en gros, nous, on faisait payer bien moins que ça. Mais c'est pas ça, le sujet. Le vrai sujet, c'est que Donald Trump essaie d'obtenir sa part du gâteau. C'est typiquement du Donald Trump. Il veut sa part du gâteau. Alors comment il compte s'y prendre? On ne le sait pas encore, parce qu'on en est au tout début des négociations. Mais à mon avis, l'objectif, c'est de provoquer suffisamment de perturbations économiques en Iran pour que les Iraniens finissent par accepter une sorte d'accord de compromis. Un accord qui permettrait à Donald Trump de sauver la face en disant « J'ai négocié ma part du gâteau. Je suis le plus grand président du monde. Personne n'est meilleur que moi. » Maintenant, on ne sait pas encore à quoi ça ressemblera. J'ai quelques idées, parce que je ne pense pas que l'Iran va céder sur sa volonté de garder le contrôle. Mais on sait que l'Iran avait accepté de faire une concession à Oman. Ils ont dit qu'Oman pouvait contrôler la route sud à travers le détroit et qu'Oman pouvait percevoir les revenus. Alors peut-être qu'un futur compromis possible serait que Donald Trump obtienne une part de l'accord omanais, pas iranien, mais omanais. Mais le contrôle irano-omanais du détroit reste fondé sur le fait que c'est l'Iran qui décide, vous voyez, de ce qui passe, quand ça passe et comment ça passe. Ce serait peut-être un moyen de sauver la face, parce qu'il n'y a rien d'autre qui tienne debout, parce que Trump ne va pas gagner. Et s'il cherche à avoir le contrôle total du détroit, il ne l'aura pas. Et l'autre réalité, c'est la pression que Donald Trump a ressentie pour relancer le protocole d'accord en avril dernier. Eh bien, elle est encore plus forte aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas seulement une question de pétrole pour l'essence ou le diesel. Je pense que la plupart des Américains se disent « Bon, tout ça, c'est à cause du prix de l'essence à la pompe. » Oui, en partie, mais c'est bien plus large que ça. Une grande partie des engrais utilisés dans le monde viennent du Moyen-Orient. Les matières premières, comme le soufre ou l'ammoniac. Tout ça, ce sont des sous-produits du raffinage du pétrole. L'hélium aussi, un élément essentiel. Et tous ces produits, ils n'arrivent pas sur le marché. Ils ne sont pas arrivés sur le marché. Je ne sais pas pour vous, mais quand je regarde dehors, je vois des champs cultivés dans ma région. Ça veut dire que les semis ont été faits. Beaucoup ici. Vraiment beaucoup. So ici au Brésil, et non tout. Hey. Mais qu'est-ce qui se passe si ces cultures n'ont pas d'engrais? On a des récoltes qui échouent. Et ça va arriver. Alors oui, les saisons de plantation varient selon les régions du monde. Mais le problème, c'est que les engrais ne sont tout simplement pas produits en quantité suffisante pour soutenir le rythme agricole nécessaire à nourrir 8 milliards de personnes. 8 milliards, c'est, je crois, la population mondiale actuelle. Et si on ne produit pas assez de nourriture, les gens meurent de faim. Et quand les gens commencent à mourir de faim, on voit apparaître des migrations massives, parce que les gens ne restent pas là, à mourir de faim en silence. Ils se mettent en route. L'Europe va être submergée, littéralement submergée, par des migrants désespérés venus d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient. Tous vont venir en Europe pour manger la nourriture européenne. Et si ils ne peuvent pas manger cette nourriture, eh bien ils mangeront les Européens, parce qu'il faudra bien qu'ils mangent quelque chose. Vous savez, la Russie, elle, ça va. Elle produit ses propres engrais. Elle ne manquera jamais de ce genre de ressources. Les États-Unis, ça va aussi. L'Europe, ça va, jusqu'à ce qu'elle soit submergée. Mais le reste du monde, lui, a besoin de tout ça. Et c'est justement le point que Sergueï Lavrov a souligné lors de son voyage en Afrique. Il dit que vous allez mourir de faim à cause d'eux, à cause des États-Unis, à cause de l'Ukraine. Ce sont eux les responsables. L'Ukraine empêche qu'on puisse vous envoyer de la nourriture. Les États-Unis bloquent votre accès aux engrais. Nous, on fera ce qu'on peut, mais les sanctions américaines nous visent. Franchement, ça ne donne pas une bonne image des États-Unis. Donc,
ce n'est pas seulement une question d'essence ou de diesel. C'est une question de tout ce qui rend la vie possible. Et on les a déjà bloqués, leur capacité à mettre leurs produits sur le marché pendant 39 jours et plus. Il y a eu d'autres perturbations. On n'a pas réglé le problème du blocus tout de suite, et depuis, c'est resté très aléatoire. Mais, vous savez, le monde a eu un petit moment de répit, un peu de souffle. C'est un peu comme... Je vais vous donner un exemple tiré de ma propre vie. Quand j'étais gamin, je faisais du bodyboard. Je vivais à Hawaï et j'adorais ça. J'étais pas très doué, mais j'adorais en faire. Et je me mettais à l'eau, dans les grosses vagues. Et inévitablement, la vague finit par te plaquer. Et quand elle te plaque, elle t'envoie tout au fond. Tu te fais secouer sur le fond marin, tu tournes un peu dans tous les sens. Et on t'apprend à faire une seule chose. Lâcher prise, retenir ton souffle et attendre que la vague te relâche. Faut surtout pas lutter contre la vague parce que ça t'épuise. Laisse-la faire ce qu'elle a à faire, puis remonte. Reprends ton souffle, reprends tes repères et essaye de rentrer. Mais si la vague te maintient sous l'eau assez longtemps, quand tu remontes, juste au moment où tu t'apprêtes à reprendre ton souffle, boum, la vague suivante te frappe et tu replonges. Sauf que cette fois, t'as plus l'oxygène qu'il te faut dans les poumons. Là, t'es en difficulté. Alors tu attends. Mais maintenant, tu commences à paniquer. Tu remontes, prêt à prendre une gorgée d'air. Boum, la troisième vague t'écrase. Et là, tu peux te noyer très facilement. Le monde, lui aussi, est frappé par des vagues de manque de ressources. Le monde s'est pris une vague en pleine figure. Il a essayé de remonter pour respirer un peu, pour remettre des produits sur le marché, tout ça. Le corps du monde s'est dit « Ah, on va enfin pouvoir respirer à fond. » Mais non. Bam, t'es à terre. Le monde ne peut plus supporter ça très longtemps. Donald Trump se prépare à déclencher une vague énorme sur la planète. Ce n'est pas seulement le marché mondial de l'énergie, c'est le marché mondial de la survie. Et ça, à un moment où le monde a besoin de respirer à plein poumon. Mais il n'y arrivera pas. Donald Trump a le potentiel de tuer des milliards de personnes. Je veux dire, s'il y a une crise mondiale, Donald Trump en sera la cause. Lui et lui seul. Donc vous voyez, c'est très grave, vraiment très grave. Et je pense que Donald Trump parie sur le fait qu'il y aura des pays qui feront pression sur l'Iran en disant « Non, il faut trouver un compromis ». Je ne sais pas quelle est la solution. Je ne sais pas si l'Iran est prêt à le faire. Mais je parie sur le fait que la Chine, si cette guerre dure 3 semaines, va décrocher le téléphone et dire aux Iraniens « Il faut qu'on trouve un moyen de faire circuler les ressources ». La Russie, elle aussi, va dire que cette instabilité à long terme n'est pas bonne pour elle. On a besoin de marchés stables. Et là, tout le monde me dit « Attends une minute, Scott, la Russie gagne beaucoup d'argent quand les prix du pétrole sont élevés. 20% de son PIB vient de la vente de pétrole ou d'énergie. Mais 4-20% dépendent des investissements dans une activité économique normale. Et on n'obtient pas d'investissement quand les prix de l'énergie sont trop hauts. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Regardez Landman. Billy Bob Thornton y joue et son personnage, franchement, celui qui a écrit ça, certains de ses scénarios sont brillants, parle de l'importance du pétrole et de tout ce qui va avec. Des prix du pétrole élevés, c'est mauvais, très mauvais. À court terme, certains y gagnent, mais quand les prix redescendent, si ça chute trop bas, tout l'argent que vous avez gagné disparaît. Ce qu'il faut, c'est de la stabilité. Il faut trouver ce juste milieu. Et la Russie aussi a besoin de ce juste milieu pour que ses investissements à long terme restent viables. Les gens dont la Russie cherche à attirer les investissements vers la Russie ont besoin que les marchés de l'énergie soient stables, pour que l'économie repose sur des bases solides sur lesquelles ils puissent construire leurs investissements.
Je pense que la Russie va décrocher le téléphone. La Chine va décrocher le téléphone. L'Inde aussi. Tout le monde va décrocher le téléphone en disant « Écoutez, il faut qu'on trouve une issue à tout ça, comme la dernière fois. » Souvenez-vous, l'Iran avait adopté des positions extrêmement dures, mais ils ont quand même accepté un protocole d'accord. Ils savaient que les États-Unis allaient se retirer d'ailleurs. Ils le savaient, mais ils ont accepté parce qu'il y avait une pression politique sur l'Iran. Je pense que cette pression politique va continuer et que l'Iran finira par être contraint de proposer un compromis. Mais l'Iran ne cédera pas sur les questions majeures. Ils ne vont pas abandonner le détroit d'Ormuz. Ils ne vont pas céder sur leur programme nucléaire. Ils ne vont pas céder sur les missiles balistiques. Mais s'il y a un moyen de sauver la face, donner à Donald Trump une part de l'affaire omanaise, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais cette guerre n'a aucun sens. Aucun sens du tout. Il n'y a rien de logique dans ce conflit, parce que Donald Trump n'obtiendra pas ce qu'il veut. Et il met le monde entier en danger. C'est ça que les gens doivent comprendre. Il met en péril l'économie iranienne, ou même celle du Moyen-Orient. Il met en danger des milliards de vies, des milliards de vies. Il a dit hier qu'il allait intensifier la guerre, parce que sa politique de retour au blocus vise à faire pression sur l'Iran, à contraindre les Iraniens pour les forcer à accepter une sorte d'accord. Il a déclaré « Si je n'obtiens pas cet accord très vite, j'attaquerai la semaine prochaine. J'attaquerai les réseaux électriques. J'attaquerai les infrastructures en Iran. » Voilà son plan. Et quelle serait la réaction de l'Iran? Il frapperait les mêmes types de cibles. Mais voilà ce qui est intéressant. En fait, ils ont déjà un peu abandonné. On a 3 semaines de, disons, 3 phases. La phase 1, la phase 2, la phase 3. Là, on est dans la première phase. On frappe des cibles, on fait tout exploser. Mais ça ne va pas marcher. Alors, la semaine prochaine, on passe à la phase 2. Là, on vise, disons, des cibles énergétiques. Pas la production d'énergie elle-même, mais les installations comme la génération d'électricité. Ce genre de choses pour augmenter la pression. D'accord. Et ensuite, on passe à la phase finale, la 3e semaine. Et c'est tout. Après la 3e semaine, on n'a plus rien. On n'a plus de munitions. La 3e semaine, c'est pour frapper les installations de production d'énergie, pour faire mal, comme il dit. Et ce qu'il espère, c'est que les Iraniens croient qu'ils ne bluffent pas. Mais tout ce que l'Iran a à faire, c'est tenir bon. Tout ce que l'Iran a à faire, c'est de tenir bon. Et nous, on n'a pas tant de munitions que ça. Vous savez, si j'étais à la place des Iraniens, ils savent très bien quoi faire. Les infrastructures de grande valeur, irremplaçables, il faut les déplacer, les cacher, tout arrêter. Laisser les États-Unis bombarder une installation qu'on peut réparer rapidement. Parce qu'il faut se souvenir que dès la 3e semaine, on n'a plus de munitions. Et si l'Iran arrive à se reconstituer, nous, on ne peut pas en produire davantage dans ce laps de temps. Eux, ils peuvent relancer leur économie. Les Iraniens peuvent tenir le coup. Je pense que c'est ça, la réalité. Alors la question c'est, Israël, de son côté, reste comme une force encore inutilisée. Et maintenant, Donald Trump dit qu'il fait pression sur eux pour les empêcher d'entrer au Liban, pour régler cette situation. Mais le fait est que, quand on n'aura plus de munitions, on dira peut-être « Israël, à toi d'entrer en scène ». C'est la phase 4. La phase 4, c'est qu'Israël reprend la campagne de bombardement. Combien de temps Israël peut-il tenir? Quelques semaines de plus, jusqu'à ce qu'il manque, eux aussi, de munitions. Mais je pense qu'ils misent sur le fait que l'Iran n'a pas la capacité de soutenir ce combat, qu'il y aura une pression politique sur l'Iran, que peut-être l'Iran n'a plus de missiles. Quelqu'un a fait une évaluation disant qu'on avait détruit plus de missiles. Tout le monde dit non, les Iraniens en ont encore beaucoup. Je ne sais pas.
Je ne sais pas ce qui se passe ici. Mais comme je l'ai dit, c'est irrationnel. Et c'est un pari qui, s'il échoue, échouera gravement pour le monde. Et il faut qu'on réfléchisse en ces termes. Je veux dire, l'Iran va souffrir, c'est certain. Mais l'Iran produit sa propre nourriture. Bien sûr, ils importent un peu, mais l'Iran a de quoi se nourrir et ils ont de l'eau. Donc, en tant que société nationale, l'Iran ne va pas disparaître. Mais il y a des pays qui, eux, vont disparaître. En fait, pratiquement tous les pays arabes du Golfe vont disparaître. Ils ne peuvent pas maintenir leur population sans eau, sans énergie. Et quand tout ça disparaît, c'est fini. Le Qatar, par exemple, est dans une situation très difficile en ce moment. Parce qu'avec quelques frappes bien ciblées, on peut lui retirer sa capacité à produire du gaz naturel liquéfié pendant 10 ans. Ils n'ont pas de réserve suffisante pour tenir. Et si on détruit leurs usines de dessalement, ils n'ont plus d'eau. Si on leur coupe l'énergie, ils n'ont plus rien. Le pays se vide. Les Émirats arabes unis, c'est la même chose. Et Bahreïn, c'est un risque énorme. Le Koweït, c'est un très gros risque. L'Arabie saoudite aussi, c'est un très gros risque. Je pense simplement que l'Iran détient toutes les cartes et que c'est vraiment l'une des choses les plus stupides que Donald Trump ait jamais faites. Mais pour lui, c'est un acte de désespoir. La politique crée sa propre perception de la réalité. Et sa réalité, en ce moment, est dictée par le fait que, vous savez, il pourrait non seulement perdre la Chambre en novembre lors des élections de mi-mandat, mais aussi le Sénat. Je veux dire, la mort de Lindsey Graham, remplacée par sa sœur, vraiment crédible pour une réélection. Vous ne pensez pas que les démocrates vont sortir tout ce qu'ils ont sur Lindsey Graham d'ici novembre pour affaiblir ses chances? Et qui va la remplacer? Les républicains ne se sont pas préparés à trouver quelqu'un pour remplacer Lindsey Graham. Les démocrates, eux, ont un adversaire. S'ils perdent ce siège, c'est une voie de plus vers la condamnation. Et si Donald Trump fait s'effondrer l'économie mondiale, c'est tout le monde qui s'écroule, et ça va arriver. Les gens oublient souvent qu'il suffit de quelques jours sans manger pour que tout parte en vrille. À quel moment les gens commencent-ils à devenir désespérés? Je veux dire, là tout de suite, si le courant saute aujourd'hui, bon, j'ai un frigo et un congélateur plein. L'électricité revient, j'ai un générateur. J'ai de quoi tenir. Je peux le faire tourner une semaine. Après, c'est fini. Bon, je cuisinerai ce qui reste. Mais la nourriture va finir par manquer. J'ai quelques conserves, mais elles aussi vont s'épuiser. Mes chiens et mes chats n'arrêtent pas de me regarder en miaulant et en aboyant, comme pour dire « Donne-moi à manger, donne-moi à manger ». Eh bien, Maverick pourrait finir en déjeuner parce que je serais désespéré. Je vais aller au magasin, mais tout le monde va aller au magasin. Au début, je prendrai la voiture parce qu'il me reste de l'essence. Mais à un moment, le réservoir sera vide et il n'y aura plus d'essence. Alors je marcherai. Je marcherai jusqu'au magasin. Tout le monde ira au magasin, pillera le magasin, parce qu'il ne sera plus approvisionné. On se battra pour la nourriture. On tuera des gens. Il y aura des corps empilés. Et quand je rentrerai chez moi, ce sera une marche de plus de 10 km depuis le magasin. Je ne pourrai pas porter beaucoup de nourriture. Et il y aura des gens qui me tendront des embuscades tout le long du chemin. Alors moi, je vais commencer à tendre des embuscades à mes voisins, à lancer des raids contre leur maison, tout ça. Mais eux aussi vont réagir. Je vais devoir fortifier la mienne. C'est vers ça que la société va aller. Croyez-moi, c'est dans la nature humaine. Ensuite, les gens vont se regrouper, former des clans, des groupes avec des intérêts communs. Et là, ce ne sera plus une question d'état de droit ou de constitution. Ce sera une question de survie tout court. Et ça, c'est aux États-Unis. Alors imaginez ce qui se passe dans les endroits qui n'ont même pas cette infrastructure. Regardez encore une fois l'Afrique. Quand la nourriture n'est plus produite, quand l'eau ne remonte plus, les gens meurent de faim.
Et quand ils meurent de faim, les choses dégénèrent. Ils deviennent désespérés. Et là, on voit apparaître des migrations. Alors, la migration finit par se réguler d'elle-même avec le temps, parce qu'1 million de personnes se mettent en marche. Mais elles n'ont pas assez de nourriture. Les gens commencent à tomber, à mourir. Et malgré tout, il y en aura encore 200 ou 300 000 qui arriveront là où ils veulent aller, et ils seront désespérés. Ils n'ont qu'une seule chance. On ne peut pas raisonner avec eux. Ils vont passer par-dessus le mur. Ils vont entrer. Ils s'en fichent. Ils sont en train de mourir. Ils sont morts s'ils ne le font pas. Voilà le monde dans lequel on vit. Voilà ce qui va se passer cet automne si ça arrive. Si on manque d'engrais, si on perd la capacité de produire de la nourriture. C'est absurde. C'est de la stupidité de la part de Donald Trump. Je veux dire, c'est l'irrationalité de cet homme. This is the irrationality of this man.